c'est pas fini, les amis. Si vous voulez poser des questions, je vous invite à descendre là, de ce côté-là. On va vous descendre un micro. Vous vous mettez en file indienne. On va prendre 3 questions par 3 questions pour que M. Lahier puisse répondre si vous avez des questions. C'est le moment. Et puis pendant ce temps, moi, je vais peut-être, dans le prolongement de ta réflexion sur les questions de nature et culture, absolument pas prévu, mais vraiment absolument pas. Mais Philippe Descola est présent à l'Alcazar actuellement, en train de faire une conférence. Et du coup, dans le prolongement, est-ce qu'on dépasse l'opposition nature-culture? J'ai l'impression que toi, tu dis quand même que les animaux aussi sont faits de culture, même s'ils sont moins faits que les humains, mais que cette opposition peut être à revoir en tout cas. Et j'invite nos camarades qui veulent poser des questions à descendre de ce côté-ci et on va vous descendre un micro. Est-ce que je réponds à la question en attendant? Tu peux répondre à la question en attendant. Bon. Alors souvent, on dit que Descola propose un modèle de dépassement du rapport nature-culture, etc. Et notamment, il s'appuie sur des mondes qui sont des ontologies, comme il dit, qui sont, par exemple, l'animisme dans certaines sociétés qui n'a pas du tout le même rapport au vivant que nous. Voilà. Sauf que moi, je pense que c'est pas nécessaire d'aller vers l'animisme pour brouiller la frontière entre nature et culture. C'est ce qu'ont fait les éthologues, en permanence. C'est-à-dire que moi, je trouve plus fort les éthologues qui nous montrent que nous sommes aussi naturels que ces animaux dits naturels, et ils sont aussi culturels que nous, au sens où ils ont plein d'éléments. Il y a un exemple que je me permets de donner, parce qu'il n'est pas de moi et je le trouve magnifique. Je l'ai cité dans l'ouvrage, c'est Charles Stepanov, qui est anthropologue, et qui a travaillé sur la chasse, etc., sur le rapport aux animaux, donne l'exemple des grives qui ont été produites en quantité industrielle au moment où on s'est rendu compte qu'on avait tellement chassé la grive qu'il en restait quasiment plus. Donc il y avait risque d'extinction d'espèces. Donc on a fait de la grive en batterie, comme on fait aujourd'hui des poulets en batterie. On a pris ces grives, on les a mis dans des cages, on les a forcés à s'accoupler, on a sorti les œufs, on les a couvés dans des couveuses, etc. Et on a produit des tonnes de grives. Donc là, voilà, l'humain dans sa grande splendeur, qui croit, ça y est, j'ai résolu le problème, j'en ai fait des dizaines de milliers, hein, c'est super. Donc on les envoie et elles meurent dans l'année. 90% de ces grives meurent dans l'année. Et là, on recommence à travailler de manière un peu subtile, et on se rend compte que les grives, eh ben, elles apprennent en fait. Il y a de l'apprentissage. Donc, on nous raconte l'histoire du docteur Itard et de l'enfant sauvage. Un enfant humain, vous le laissez sans interaction, ben, il meurt. Voilà. Il ne survit pas. Mais c'est vrai pour une grive. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles apprennent, les grives? Ben, elles apprennent à voler avec leurs parents. Déjà, ça commence à... Une grive, ça apprend avec... ça choisit son partenaire. C'est-à-dire, on les a forcés à s'accoupler. Mais non, une grive femelle choisit le mâle qui doit faire une parade, et si la parade ne lui convient pas, et qu'elle trouve la parade d'à côté beaucoup mieux, elle va vers celui qui a la meilleure parade. Donc, c'est comme ça qu'on fait des rapports sexuels réussis chez les grives. Voilà. Mais enfin, imaginez chez les humains, on dirait, bon... L'important, c'est le réarmement démographique. Imaginez quelqu'un qui dirait ça. C'est un peu débile, mais bon, voilà, on peut imaginer, ça n'existe pas. Eh bien, on produirait comme ça, on dirait eh ben, des rapports sexuels, ça va produire des enfants, et on a une nation formidable. Enfin, on n'a créé que des gens amorphes et pas, voilà, et qui meurent très rapidement. Et elles apprennent à déterrer ces grives quand elles sont nées avec leurs parents, les œufs de fourmis, se cacher dans des fourrés, etc., etc. Donc tout ça, si vous ne leur apprenez pas, enfin si elles n'apprennent pas avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, etc., eh bien elles meurent. C'est comme nous, en fait. Sauf que nous, on a une capacité d'apprentissage encore beaucoup plus élevée, mais ce qui n'empêche que les grives élevées en batterie, ça ne fait pas des grives. C'est pas des grives. C'est des grives désocialisées qui n'ont aucune réalité écologique, ou éthologique, si vous voulez. Donc, si vous voulez, quand on lit les éthologues, on voit qu'on n'a pas besoin de passer par l'animisme. Alors, moi, ça ne remet pas en cause le travail de Descola, hein, pas du tout. Mais
manière de dire « Ah, nous, occidentaux, nous avons un rapport nature-culture ». Non, non, occidentaux, c'est quand même large. Les éthologues, ils ont cassé ces catégories. Ils ont cassé ces catégories. Ils ont su voir les transmissions culturelles là où on ne les voyait pas. Ils voient des organisations sociales là où on considère que, bah oui, la sociologie, hein, c'est évidemment la vie sociale des humains. L'anthropologie, c'est uniquement l'homme, etc. On vit sur des évidences tellement massives qu'il est peut-être temps d'interroger, étant donné tout le mal que nous avons fait en termes de destruction de la biodiversité, je crois que si on veut avoir une petite chance de survivre, il faut avoir un peu de connaissances, je pense, éthologiques et écologiques. Voilà. En lien avec des scolaires. Hein, ce que j'ai... Bonjour, pardon, je ne connais pas du tout vos travaux. Est-ce que vous auriez des éléments concernant la théorie du bouc émissaire de René Girard, et voire même peut-être son contrainte biologique Alors, il y a tout un chapitre qui ne porte pas sur le bouc émissaire, mais sur les logiques d'opposition eux-nous. Alors, là aussi, dans l'ensemble des sociétés humaines connues, il y a des conflits et des fermetures des groupes sur eux-mêmes. Il y a même un auteur qui dit « Le principe de cohésion d'une société se fait par l'exclusion des autres, de ceux qui ne font pas partie du groupe. » C'est une donnée fondamentale, c'est une loi fondamentale. Bon, alors dit comme ça, c'est terrible, et on peut se dire, c'est biologique. Non, c'est social. Et c'est social pour les humains, ça donne lieu à des conflits interethniques, à des conflits entre classes, des conflits entre régions, entre nations, entre groupes religieux, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez autour de vous en ce moment dans l'actualité, c'est pas bien compliqué. Et on ne se pose pas la question pourquoi ça revient en permanence, pourquoi on répète plus jamais ça après la Shoah, etc., et que en fait les génocides ont continué depuis, avec des gens qui savaient, et nous assistons à des trucs horribles et on le voit et on fait rien, et on est impuissant devant ces choses-là, et ces conflits ne cessent d'émailler les sociétés, depuis les sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu'à nos sociétés. Donc ce n'est pas une histoire de néolithique, ni de société capitaliste, ni quoi que ce soit. Mais plus intéressant, quand on ouvre la focale et qu'on va voir les autres espèces, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fourmi, sur la base de signaux chimiques, elle reconnaît tous les éléments de la colonie. On est pareil, on est les mêmes. Donc là, tout va bien, elles sont super pacifiques entre elles. Bon, elles peuvent se chamailler un peu, mais elles ne se tuent pas. Par contre, dès qu'elles sentent, parce que c'est du marqueur chimique, hein, d'ailleurs chez plein d'animaux, il n'y a que nous qui avons un odorat très très faible, et des glandes voméro-nasales, on ne sent pas les phéromones, très peu, nous, alors que les autres espèces, oui, elles ne cessent de sentir des tonnes de trucs. Et bien dès qu'une fourmi sent que vient dans sa colonie une fourmi d'une autre colonie, mais même de la même espèce, elle la tue. C'est valable pour tous les mammifères territoriaux, c'est valable, il y a eu les grands travaux de Jane Goodall qui a montré qu'il y avait des guerres chez les chimpanzés, qu'il y avait des surveillances aux frontières du territoire, que même des chimpanzés qui avaient vécu ensemble et qui se séparent à un moment donné parce qu'ils deviennent un peu trop nombreux, généralement un groupe de chimpanzés c'est 100 maximum, au-delà ils se scindent, ceux qui vivaient pacifiquement entre eux se mettent à se faire la guerre parce qu'ils sont dans deux groupes différents. Donc il y a des logiques sociales très générales qui peuvent dépasser la simple humanité, et je pense que ça n'est pas inintéressant de prendre acte de ces lois très générales de fonctionnement. Alors il y a plein d'hypothèses, j'ai pas le temps parce que je vous assure que c'est une affaire très compliquée. Il y a la théorie de la sélection de parentèle chez les biologistes qui croient que c'est génétique. Je ne pense pas que ce soit génétique. Il n'y a aucun animal qui est capable de reconnaître les gènes de l'autre. Voilà. Et qui est capable de reconnaître, ah bah oui, je partage des gènes avec lui, parce qu'on est de la même famille, on est apparentés, etc. C'est des choses plus compliquées que ça. Bon, je m'arrête là parce que c'est vraiment pas possible d'en dire plus, mais sur le bouc émissaire, ça participe de ces logiques d'opposition eux-nous.
C'est-à-dire, à un moment donné, quand il y a un problème, alors René Girard a formulé, je ne l'ai pas mis dans l'ouvrage parce que je me suis mis comme obligation de citer des travaux empiriques. Voilà. René Girard, même si on le considère parfois comme anthropologue, est quand même un philosophe. Et je pense qu'il a mis le doigt sur une loi très très générale, sur le bouc émissaire, qui relève, encore une fois, c'est un truc qu'il faut relier à cette opposition eux-nous, qui ne cesse de créer des conflits. Au plus bas, c'est des railleries, au plus haut, c'est du meurtre. Le bouc émissaire, c'est il y a un problème, on va chercher l'étranger. Donc il y a une logique eux-nous qui intervient dans la loi du bouc émissaire. Et là, ça ne manque pas. C'est-à-dire, vous prenez des cas de sociétés extrêmement différentes sur la planète, à des moments de l'histoire différents, vous avez ces systèmes où il y a un problème dans le groupe, le responsable, c'est un étranger. C'est quelqu'un qui n'est pas de notre groupe. Voilà. Et on met l'accent là-dessus pour le tuer, l'évacuer, etc., etc. Voilà. Oui. C'est-à-dire, justement une histoire de la sociologie française qui oui. semble se dessiner en creux dans votre travail, au détriment de ce qui se fait peut-être dans d'autres pays où on enseigne aussi la sociologie et l'anthropologie à partir des comparaisons interespèces. Alors, je pense que quand même, globalement, pour la sociologie états-unienne que je connais assez bien, pour des sociologies que je connais bien, un peu dans des pays que j'ai fréquentés, l'Argentine, le Mexique, le Brésil, etc. Ils pratiquent, l'état de la sociologie est à peu près le même que la France. Il n'y a pas des différences considérables. Et même en Suisse, même si je sais, il y a même je suis intervenu au musée ethnographique de Neuchâtel avec des étudiants qui ont des licences d'ethnologie et biologie. Et ça m'a stupéfait. Donc j'étais ravi qu'il y ait ça. Parce que je pense que ça n'empêche pas, il y a une peur, je ne suis pas revenu là-dessus, mais il y a une peur spécifiquement européenne et particulièrement française de la biologie à cause de l'eugénisme, à cause de la controverse entre Marshall Salins et Wilson sur la sociobiologie, la peur de naturaliser le monde social. Moi, je passe mon temps
dans le livre à dire que je ne naturalise pas le monde social, mais que je sociologise ce qui est considéré comme du biologique. Il y a quand même des gens qui, dans certains commentaires que je ne citerai pas, disent « Ah, il renoue avec la sociobiologie ». Bon, il y a un truc qui bug dans les logiciels d'un certain nombre de collègues. Ils bloquent là-dessus, ils croient que la biologie est leur ennemi. Les biologistes, c'est l'ami du réel, enfin c'est des amis du réel. Moi j'ai envie de dire que tous les savants doivent être respectés. Je ne vois pas pourquoi on considérait que ces gens-là... Bon. Donc il y a un truc sans doute spécifique en France, et je ne vais pas vous apprendre qu'on produit toujours des choses à partir de la position qu'on occupe. Hein. Donc bien sûr qu'il y a sans doute un prisme français dans mon truc, mais du coup ça m'a amené à puiser dans une sociologie par exemple nord-américaine qui a développé ces questions-là. C'est-à-dire à l'intérieur de l'association des sociologues nord-américains, enfin ils s'appellent américains, ça m'agace un peu, donc états-uniens il faudrait dire, ils ont créé des groupes de réflexion sur les comparaisons interespèces. Et je cite leurs travaux, etc., qui sont formidables. Ils comparent, ils disent pourquoi il n'y a pas 36 000 sociétés animales qui ont réussi à organiser la vie commune de millions d'individus. Voilà. Ou de dizaines de milliers, centaines de milliers. Généralement, la plupart des mammifères dits sociaux, au-delà de 30, ils commencent à faiblir, quoi. Et on dit qu'au début de l'humanité, les Néandertaliens et les Homo sapiens, c'est des petites bandes de 30, 40. Sans doute que Homo sapiens était un peu plus social, un peu plus... savait un peu mieux gérer des grands groupes que les Néandertaliens. Mais voilà, pendant longtemps, nous avons été comme les autres mammifères, en petits groupes. Et on a réussi, bon, regardez la Chine, regardez... bon, bref, ces énormes mégalopoles, etc. Et ils les comparent avec des insectes eusociaux. Fourmis, abeilles, termites. Alors, termites, c'est hallucinant. Une même reproductrice produit des millions d'œufs. Au boulot, le réarmement démographique est en cours. Donc moi, je suis d'accord avec vous, j'ai sans doute un prisme franco-français, mais justement, je vais chercher ailleurs, là où ça s'est développé, tous ces travaux-là. Et je vais surtout chercher dans la biologie la plus pure des éléments d'anthropologie et de sociologie. Et quand vous dites... alors, ce qui n'est pas faux, mais pas totalement vrai, que je cite moins des sociologues que d'autres, si, je cite quand même Norbert Elias, je fais tout un passage où je développe des choses sur le cas dans Logique de l'exclusion étudié par Norbert Elias. Je cite évidemment des travaux de Bourdieu, je cite bon, beaucoup de sociologues. Mais c'est une bonne question, votre question, parce que on ne peut pas citer que des sociologues. Pourquoi ? Parce que la plupart des sociologues ne travaillent que sur des sociétés contemporaines, donc capitalistes. Et encore, évidemment, avec la division du travail que je n'ai pas évoquée, nous travaillons que sur des petits bouts de ces sociétés modernes, capitalistes, étatiques, scolarisées, urbanisées, etc., etc. Ce qui fait beaucoup de spécificité. Au bout d'un moment, comment vous voulez aller chercher les structures fondamentales, les lois générales de fonctionnement, si vous n'étudiez que la pointe dernière de l'histoire de l'humanité. Pour arriver à saisir ces structures fondamentales, il faut montrer que de nos sociétés jusqu'à, si on remonte dans le passé, jusqu'aux premières formes de sociétés connues par les préhistoriens, ou aux sociétés les plus élémentaires ou primaires ou premières, etc. Les termes sont piégés, etc. Mais voilà, dont acte les aborigènes d'Australie, les Inuits, etc., ne vivent pas du tout dans le même état de technologie, de culture, d'organisation sociale que nous. Bon. Ben, en fait, on est obligé de revenir aux travaux des anthropologues d'abord et des préhistoriens, puis de s'appuyer sur des travaux d'historiens qui ont des vues un peu amples, etc., etc. Donc, par exemple, je cite beaucoup Fustel de Coulanges, qui est un grand... Enfin, il a laissé des noms à des lycées, mais généralement on ne sait pas qui c'est, mais c'est le maître de Durkheim, hein, Fustel de Coulanges.
il a été extrêmement fort. Il a dégagé les structures fondamentales des sociétés grecques et romaines. Bon, il a écrit La Cité grecque, je crois. Et il a mis en évidence un certain nombre de propriétés très générales de ces sociétés. Et quand on les compare avec d'autres types de sociétés, on voit les points communs. C'est-à-dire que quand on dégage des structures, on voit que même avec les chasseurs-cueilleurs, nous avons des points communs. Nous avons de la domination masculine, par exemple. C'est quand même intriguant, cette histoire, qui parcourt l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et pourquoi? Il faut se poser, ce sont des énigmes. Il faut affronter ces éléments du réel. Et heureusement, nous avons quelques cas de sociétés où les rapports ont été un peu plus favorables aux femmes. Donc on peut étudier des contre-exemples et de voir comment ces contre-exemples sont possibles, pour en tirer des leçons. Voilà. Quand on veut en tirer des leçons. Hein. Il y a des gens qui veulent maintenir, évidemment, le statu quo. Mais enfin, ici, je pense que nous n'avons que des gens qui souhaitent l'émancipation. Enfin, c'est mon cas, en tout cas. Mais il faut s'affronter à ces grandes questions. Par contre, en matière de rapport de domination, si mon diagnostic est bon, si mon analyse est bonne, et que c'est en partie lié ce que nous vivons à l'altricialité secondaire, je ne vois pas comment on renversera les choses. C'est-à-dire que nous sommes trop dépendants longtemps de nos parents, même avec des parents les plus gentils, les plus bienveillants, les moins disciplinants, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que les parents sont de moins en moins... enfin, on a connu des générations avant beaucoup plus dures. Voilà. N'empêche que nous dominons nos enfants. Voilà. C'est comme ça, c'est la biologie qui le veut. Un bébé, il faut s'en occuper, point. Sa vie dépend de vous. Et pendant longtemps, il ne choisit pas grand-chose. Voilà, il est guidé. Et comme il apprend avec vous, ses choix sont extrêmement contraints quand même. Et quand on lui dit « tu préfères le tennis ou l'équitation, chérie ?» c'est fini, quoi, en fait. Le choix n'existe plus. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Si, merci beaucoup. Et je redis le plaisir que j'ai eu à vous dire. J'ai beaucoup appris en vous. Merci beaucoup. J'ai remis beaucoup de choses à la place par rapport à une culture un peu... ça m'a permis de relire. Merci à vous. Merci. Je vois qu'il y a une sélection par l'âge. Hein? Les anciens dominent les... Hein? Donc je voulais poser une question. Bon, d'abord, quand on élève des adolescents, je me demande qui domine qui, mais ça c'est une question... Ah mais c'est toujours vous, mais ils deviennent pénibles, effectivement, parce que le rapport de force essaye d'être modifié. Et ma deuxième question, c'est que vous dites que les lignes de force ne sont pas prédictives, mais imaginons que demain il y a la révolution. J'ai l'impression que la prédiction, que tout change en fait. J'ai l'impression qu'il y aura toujours des dominants et des dominés et une hiérarchie. C'est une prédiction que je peux faire grâce à votre livre. Oui. Ben oui, c'est terrible, mais oui. Vous savez, bon, ma mère qui était ouvrière me disait souvent, oui, la sociologie, bon, il y a toujours eu des riches et il y aura toujours des pauvres. Bon, et moi, je ramais pour dire, non, mais quand même, et puis bon, il y a tellement de choses qui ont changé, et puis quand même, c'est la lutte finale, il faut faire, enfin, on va y arriver. Sauf qu'en fait, bon, je blague un peu, mais elle avait plus raison que la plupart des discours sociologiques sur tout est possible, on peut tout modifier, etc. Non, malheureusement, c'est très difficile de modifier un certain nombre de choses. Je sais que c'est décevant pour les militants et pour le politique qu'il y a en moi, parce qu'on adore. Moi, le premier truc qui m'a libéré, c'est d'entendre que c'est socialement construit ou historiquement construit. Si vous vous dites... Quand on dit, et c'est le mantra dans les sciences sociales, c'est socialement construit, alors on se dit, bon, on peut le déconstruire. Donc il y a possibilité d'une autre société, etc. Donc c'est super réjouissant pour tous les gens qui veulent s'émanciper, qui veulent lutter contre les dominations, contre les inégalités, etc. Bon, il se trouve qu'il y a des points durs, et qu'il faut être savant, d'abord et avant tout.
Constater qu'il y a de la domination masculine, enfin, je veux dire, si tout était culturellement construit. Je reviens d'ailleurs dans le bouquin, il y a tout un chapitre sur la domination masculine. Je suis étonné de ce qu'a écrit Bourdieu dans la domination masculine. Parce qu'il voit bien le problème. Il commence à dire, avec Françoise Héritier, ça semble être une situation quasi universelle. Bon, il est prudent, et puis il avait dû entendre parler de quelques cas qui ne sont pas dans la norme, mais grosso modo, on a une écrasante majorité de sociétés à domination masculine, avec des formes extrêmement différentes, hein, évidemment. Et il dit, mais c'est socialement construit. Alors quand il dit socialement construit, ça veut dire culturellement construit. C'est le produit de l'histoire. C'est très insatisfaisant, parce que si c'est culturellement construit, on se dit, quand même, statistiquement, il devrait y avoir au moins un tiers, c'est-à-dire des sociétés à parfaite égalité entre hommes et femmes, un tiers de sociétés où les femmes domineraient les hommes, et quand je dis domineraient les hommes, c'est politiquement, religieusement, en termes de guerre, parce que ça, c'est une fonction qui a été longtemps très très importante, elle le reste d'ailleurs, mais on la voit moins dans nos sociétés. Voilà, toutes ces dominations-là, et puis on aurait un tiers seulement de domination des hommes sur les femmes. Mais c'est pas ce qu'on observe. Donc il faut bien à un moment donné, et là Bourdieu, je le prends en flagrant délit de constructivisme culturel qui pose problème. On ne peut pas dire que c'est juste culturellement construit. Ou alors les gens, depuis le début, ils ont fait le choix, ce choix-là, de dominer les femmes. Pourquoi ? Et pourquoi les femmes qui peuvent très bien prendre un couteau et tuer un homme, hein, ça c'est pas le problème. Enfin c'est un problème, mais la plupart du temps c'est plutôt les hommes qui tuent les femmes, hein, quand même, si vous regardez les statistiques. Donc il faut quand même se poser des questions. Voilà. Et je pense que le tout est construit culturellement pose problème. Donc oui, il y a des points durs, il y a des socles durs, et ce que j'appelle les structures fondamentales, c'est des socles durs. Il y a un autre que je n'ai pas évoqué, mais si je l'ai évoqué, mais rapidement. J'ai dit, on produit des outils, on produit plus généralement des artefacts. Mais il y a une loi de l'accumulation tendancielle des artefacts. C'est-à-dire que, au départ, et pendant très longtemps, nous avons été dans le même état. Enfin, je pense que vous mettiez des anthropologues à étudier les premiers homo sapiens, enfin, et même avant le genre homo, ils auraient dit, ils n'ont pas de culture, ces gens-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, ok, un chimpanzé, ça prend une pierre plate et une autre pierre pour casser une noix, mais enfin, nous, on a des portables, des téléviseurs, des trucs, des machins. Waouh. Bon, donc on dit ils n'ont quand même pas de culture, etc., pas beaucoup de culture. Ouais, sauf qu'on a fait ça pendant des centaines de milliers d'années. On s'est contenté de casser des pierres et de tailler des morceaux de bois qui malheureusement ont disparu, parce que ça se dégrade, et donc il y a des preuves, mais on est à peu près sûr qu'ils avaient des outils ou des armes en bois. Mais voilà, on a fait ça pendant des centaines de milliers d'années, et puis petit à petit, ça a commencé, sans doute à cause d'organisations sociales plus intenses, etc., à partir d'un état culturel existant pour améliorer la situation par les nouvelles générations. C'est-à-dire on apprend quelque chose, et puis après on combine des choses. On se met à combiner, si vous combinez le racloir ou le tranchoir avec une massue, ça fait une hache. Bon. Si vous combinez des tonnes de techniques entre elles, au bout d'un moment, ça fait des dispositifs techniques beaucoup plus sophistiqués. Et nous sommes sur une longue trajectoire avec une explosion d'artefacts qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cité le chiffre, il y a des auteurs très sérieux qui, dans une grande revue, ont publié le poids de la biomasse par rapport au poids de nos artefacts. C'est-à-dire tout ce que nous avons construit. Ça, c'est des artefacts, le goudron, le béton, nos dispositifs en métal, etc., etc. En plastique, tout ce que nous avons inventé, construit, fabriqué. Le poids de nos artefacts a dépassé le poids total de la biomasse sur Terre il y a une dizaine d'années ou vingtaine d'années. C'est vous dire la puissance
de cette loi qui gouverne depuis le début. Mais c'est exponentiel, donc évidemment, pendant longtemps, on n'a rien vu. Et puis, alors, les 2 derniers siècles, c'est l'explosion, parce que il y a plein de conditions, mais il a fallu que s'inventent des systèmes d'enseignement systématiques, etc., pour que ça fasse exploser ces savoirs, ces combinaisons de savoirs et de techniques qui nous amènent à avoir des avions, à avoir des ordinateurs et bientôt quantiques, et ainsi de suite. Voilà. Mais oui, ces points durs, c'est bien là-dessus que je veux mettre l'accent, et qu'on finit par oublier. Moi, je dis très sincèrement, j'ai fait de la sociologie pas pour répondre à des demandes sociales d'un quartier, d'un ministère, d'une mairie ou même d'un groupe de militants ou je ne sais quoi. Je pense qu'il faut se poser des questions beaucoup plus fondamentales sur l'humanité, sur l'organisation des sociétés, etc. Et que du coup, cette sociologie qui s'est de plus en plus parcellisée, comme beaucoup de savoirs, hein, il y a une division du travail telle que, il y a une hyper-spécialisation. Après, j'aurais tendance à donner des noms, donc je ne veux pas le faire, ça n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas de la responsabilité individuelle, c'est une organisation collective. Nous nous organisons mal collectivement, nous n'arrivons pas à créer de l'acquis, nous n'arrivons pas à... Et les lois sont des manières qu'ont trouvé les scientifiques pour créer des acquis, pour dire ça on le sait. Voilà. Donc la gravité, on ne va pas tous les jours... Testard dit à un moment donné, si on faisait de la physique avec des mentalités d'anthropologue, lui il était anthropologue, donc il dit anthropologue, on dirait, oui les pommes elles tombent, mais ce que tu as vu tomber c'est les pommes jaunes. Il va falloir vérifier avec les pommes rouges. Et puis il se trouve qu'il y a des pommes vertes, et puis qu'on peut se poser la question sur les poires, etc. Enfin je ne vous fais pas la liste des fruits hein, et légumes. Et donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Si on singularise en permanence, on n'arrive pas à trouver ces lois. Et je pense que ça, là, il y a un gros, gros problème d'organisation collective autour de ça. Voilà. Vous aviez une question. Oui, bonsoir, merci. Alors, je ne vais pas faire tellement diminuer la moyenne d'âge, je crois, si ce n'est pas remonter, me pose des questions. Voilà, les seniors qui... Mais en fait, c'est parce que vous faites aussi des tournées ici, je pense, les plus anciens qui osent descendre jusqu'en bas. Et je me disais qu'il y a aussi des conditions culturelles dans le sens dont vous parlez, c'est-à-dire les conditions sociales et techniques à l'émancipation. Et ça aurait été bien, Fabio, qu'on pense à ce que vous nous demandiez, un micro-baladeur, tranquille. Et voilà. Et là, je me suis dit que c'était notre faute aussi parce qu'on n'a pas pensé à vous dire que ça existait, ça, je sais plus où ils sont là. On a parlé de ça. Ça permet, ça a une facilité aussi, je pense, la prise de parole du public. Et donc, moi, contrairement à ma collègue, j'ai pas eu le temps de lire le dernier. Donc, je parle juste par rapport à ce que vous avez dit. J'ai beaucoup apprécié la question du rapport de dépendance. Donc, ça me ouvre des champs de réflexion. Et je me dis que finalement, pas finalement, mais peut-être si on est intéressé, enfin, je veux dire, si c'est la question de l'émancipation aussi qui nous fait avancer, la question elle doit être aussi sûrement comment est-ce qu'il est possible et comment on arrive à ce qu'un rapport de dépendance ne se transforme pas en rapport de domination. En sachant que le rapport de dépendance il est nécessaire et incontournable, vous l'avez montré, mais la nécessité, l'incontournabilité qu'une dépendance se transforme en domination, c'est peut-être là qu'il faudrait aussi réfléchir, on peut le faire peut-être, j'en sais rien. C'est-à-dire que, alors je comprends bien, hein, mais la dépendance, comment dire, c'est forcément un rapport de domination, malheureusement. Et oui, mais non, mais là, on peut tourner autour. Je sais que ça choque les parents, notamment. Hein, je peux vous dire que j'ai fait un entretien avec une revue d'éducation, l'école des parents, et je ne sais plus quoi. Bon. Et là, à la fin, elle m'a dit, mais vous pourriez pas dire un mot positif? Je n'avais pas l'impression d'avoir dit des choses négatives. J'avais juste dit des choses vraies, enfin, que je pense vraies. Mais, comment dire, ça ne change pas le fait que, enfin, les parents les plus bienveillants
les plus protecteurs, les plus gentils, les plus affectueux, etc., du monde, nous dominent. C'est évident. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Et que ça ne veut pas dire que c'est une domination, parce que je pense qu'il y a un mauvais... Enfin, celui qui a bien compris, je vais prendre les choses autrement, celui qui a bien compris, et je l'ai cité, c'est Norbert Elias. Norbert Elias, il fait tout un texte sur les rapports parents-enfants, et il dit, comme d'habitude, il reprend sa méthode, il dit c'est une question de balance des pouvoirs. Il y a une relation d'interdépendance, mais il se trouve que, bon, alors lui, il n'insiste pas sur le côté biologique qui fait que pendant longtemps, les enfants n'ont pas d'autre choix que d'être dominés par leurs parents. Tout à l'heure a été évoqué les adolescents, mais c'est très intéressant justement les adolescents. Savez-vous qu'il y a des crises d'adolescence chez les primates non humains ? C'est un moment de prise de distance par rapport aux parents. C'est un moment où la balance des pouvoirs, au sens d'Elias, commence à être remise en question. Et ce n'est pas spécifique à l'humanité. Et donc, oui, alors si le terme de domination, souvent on pense domination, c'est, je ne sais pas, une personne qui est là en train de vous fouetter. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a des parents durs, sévères, qui ont fouetté leurs enfants, qui ont battu leurs enfants ou qui battent leurs enfants. Mais même les parents qui ne battent pas leurs enfants les dominent. Parce que c'est comme ça, ils sont grands et ils sont petits, ils sont forts et ils n'ont aucune force, ils dépendent entièrement d'eux. Je veux dire, c'est des conditions d'une domination, mais d'une domination qui est nécessaire. Et évidemment, après, tous les émancipateurs, tous les gens qui pensent à l'émancipation se disent il faut arriver à... D'ailleurs, les gens en général le disent, ils disent au bout d'un moment, on n'élève pas des enfants pour les garder sous notre coupe. Il faut les rendre libres. Mais pour faire quoi des enfants? Et ils vont faire la même chose avec leurs enfants. C'est-à-dire que il y a un point dur de ces histoires-là. Et je pense qu'on ne peut pas se raconter des histoires sur les rapports. Encore une fois, on peut enlever domination et dire balance déséquilibrée du pouvoir. Mais des enfants, oui, ne sont pas... Enfin, la balance pèse du côté des parents. Parce que c'est eux qui ont le savoir, la force, voilà, toutes les choses qui sont nécessaires pour survivre, pour vivre. Donc ça, c'est indépassable à mon avis. Est-ce qu'on peut travailler, si vous regardez, j'évoque tous ces débats, par exemple sur le pas fait avec la fessée interdite, interdiction de la gifle, de la fessée, etc. Dire c'est symbolique, il n'y a pas de police des familles, donc il y a des gens qui continuent à donner des baffes à leurs enfants, mais ça j'en suis persuadé. Hein. J'ai travaillé beaucoup sur les milieux populaires, je viens de milieux populaires, la baffe était fréquente quand même. Hein. Il faut le ceinturon et ainsi de suite. Bon, je sais bien que je suis ancien, mais c'est pas si vieux que ça. Et que ça continue. Je sais dans des familles populaires que j'ai étudiées, il y a un usage de la force physique pour maîtriser les enfants. Donc voilà. Mais on voit que quand même il y a des tentatives et Elias insiste là-dessus, sur le travail fait pour limiter le pouvoir. C'est-à-dire donc il appelle ça l'autocontrôle, l'auto-limitation du pouvoir qu'on a sur ses enfants. Mais c'est une limitation, mais ça n'enlève pas le pouvoir. Voilà. Donc on tourne autour du truc, on peut faire mieux que des parents horribles, mais les cas d'infanticide et les cas d'inceste montrent qu'il y a de la domination. C'est des pointes qui sont pas si statistiquement rares que ça, on le découvre de plus en plus. Hein, selon les... évidemment, plus vous vous intéressez à un sujet, plus vous faites monter les statistiques, hein, parce que tant qu'on ne regarde pas ce qui se passe dans les familles, on a l'impression que quand même l'inceste, l'infanticide, etc. Bon. Mais en fait, voilà, plus on se penche là-dessus, plus on se rend compte que c'est marginal, oui, statistiquement, mais que ça indique que nous sommes bien dans un rapport de domination, globalement, avec du contrôle plus ou moins élevé. Voilà. Je sais que c'est un peu désespérant, hein, comme ça, mais en fait, moi, je pense que savoir ça, c'est comme avoir compris que
on ne pouvait pas voler si on n'inventait pas des moteurs d'avion et des formes aérodynamiques, etc. C'est-à-dire connaître le réel, connaître les choses qui sont dures dans le réel. Comme disait l'autre, je ne sais plus, je crois que c'était Lacan, c'est rare que je cite Lacan, donc heureusement que c'est filmé. Lacan disait le réel, c'est quand on se cogne. Voilà. Il a raison, c'est ça. Il y a des trucs sur lesquels on se cogne depuis le début. Voilà. Et ça, il faut l'affronter. Non, mais que les rapports de domination existent, on est bien d'accord que c'est dur et dans lequel on peut se cogner souvent. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si on passait du rapport de dépendance sans rapport de domination, dès qu'on sort quand même, parce que les rapports de domination sont quand même dans la famille, quoi. Quand on sort du. Parce que là, vous avez beaucoup ramené au rapport de dépendance nécessaire et incontournable du parent à l'enfant, de l'enfant au parent, mais que. Voilà, ces rapports de dépendance qui génèrent peut-être des rapports de domination, en tout cas de pouvoir, d'autorité. Enfin, moi je sais que on a eu, on parlait de Constance aussi, qui nous posait des questions, on a eu une prof, ça s'appelle toujours d'ailleurs, une prof émérite qui s'appelle Nicole Ramignon, et qui avait beaucoup travaillé aussi sur la question du rapport d'autorité, comment un rapport d'autorité nécessaire dans la relation d'enseignement, par exemple. Qui fait que, dans mon cours, on ne fait pas de portable, on ne fait pas de peine de mourir, on ne fait pas. Mais pourquoi, en général, je m'en explique? C'est parce qu'il est de mon autorité et de ma responsabilité qu'il y ait des conditions de travail acceptables et qui permettent qu'on travaille. Voilà. Mais ce rapport d'autorité peut tourner un rapport de domination ou pas. Voilà. Et là, il y a quand même du choix. Oui. Et donc, je pense que si. Bon, je ne dis pas que ça ne peut pas bifurquer tout le temps, hein, mais je veux dire, on peut quand même. Donc voilà, c'était une possibilité de voir ce passage du rapport de dépendance au rapport de domination et les possibilités que, en particulier dans le serment familial, mais même vis-à-vis de l'enfant, il y a un rapport d'autorité parce qu'effectivement, le gamin de 1 an ou 2, il ne faut pas qu'il traverse la rue pendant que les voitures qui passent. Que le parent va, voilà, donc il y a une responsabilité et une incontournable. Bien sûr. Mais ce passage du rapport d'autorité nécessaire, qu'en plus, il n'y a pas forcément dans les relations de travail, vous voyez, ce rapport d'autorité nécessaire dans le couple, il n'est pas nécessaire. Dans le couple? Non, mais il existe aussi. Le rapport de domination et comment ça se pourrait ne pas être. Ouais. Oui, mais c'est compliqué, parce que quand moi je disais souvent à mes étudiants, quand je m'assois à une place et que vous êtes en face de moi à m'écouter, voilà, on sait qui domine qui, quoi. Et puis en plus, si vous allez me rendre des trucs, donc j'ai le pouvoir de sanction. Enfin, si ça c'est pas du pouvoir, donc c'est l'autorité, c'est du pouvoir. Moi, j'appelle ça un rapport de domination, mais un rapport de domination pédagogique, et je pense que ce n'est pas mauvais d'avoir un rapport de domination de ce type-là. Je préfère ce rapport de domination à un rapport d'exploitation, qui est aussi un rapport de domination, mais qui n'est pas la même chose, c'est de prendre quelqu'un et de le faire travailler pour soi, etc. Donc, il y a plein de sortes de rapports de domination, mais je rappelle que, par exemple, dans les sociétés féodales, le seigneur pense son rapport au vassal comme un père à son enfant. Et il vient lui baiser la main et il vient lui demander protection, papa aide-moi, quoi. C'est des rapports de dépendance. Et on les retrouve, mais même sous des formes de patrons paternalistes il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est le capitalisme à sa phase actuelle qui a plus de rapport. Enfin, je veux dire, ceux qui dominent, c'est les actionnaires qui ne voient jamais personne. Mais tant qu'on avait des patrons dits paternalistes, comme par hasard, c'est le modèle familial quand même qui revient. On parle du petit père des peuples, on parle de la mère patrie, c'est des histoires de famille, ça. Alors ça fait le régal des psychanalystes. Les gens s'engossent en disant oui, les psychanalystes, ils délirent et tout ça. Non, mais Freud, il avait compris des trucs. Il avait compris que ce rapport parent-enfant va déterminer des tonnes de rapports. Et par exemple, dans les rapports amoureux, alors moi je pense une thèse qui pourrait se faire à l'issue de mon travail, là,
c'est d'aller chercher dans les rapports de couple, justement, des rapports de dépendance du type rapport parent-enfant. Alors, il y a des éléments chez Goffman qui sont remarquables, que je cite dans mon bouquin. Il étudie, par exemple, des types de féminité différentes. Et il montre des femmes-enfants. La femme qui est montrée en permanence dans des publicités américaines. Bon, c'est rien, il n'y a pas eu mort d'homme. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, Goffman, femme-enfant, elle met sa tête sur l'épaule de son conjoint, il peut la porter comme un enfant, il peut jouer avec son corps comme un enfant. Quand vous voyez dans plein de films, les filles manipulées pour aller être jetées dans l'eau, etc., alors que rarement vous avez des scènes de filles qui prennent des hommes pour les jeter dans l'eau, qui serait quand même beaucoup plus drôle pour les hommes, hein, à mon avis. Mais on voit bien qu'il y a un rapport adulte-enfant qui s'instaure, y compris dans les rapports de couple. Que ça, les psychanalystes l'ont aussi bien compris. Et donc, voilà, moi, ça m'intéresse de voir comment cette situation universelle, dans toutes les sociétés humaines, pour des raisons encore une fois, de notre biologie, qui est cette longue dépendance, a créé un schème relationnel. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut penser. Il faut donner après, avoir une conception que j'appelle dispositionnaliste ou schématique, si on prend le terme de schème, des rapports sociaux. C'est-à-dire que nous apprenons dans ce rapport de dépendance une récurrence de rapport à l'autre qui est de type je protège ou je suis protégé. Je domine ou je suis dominé. Je suis le petit, tu es le grand. Je suis le leader et tu es le... Quand on a fait enfance de classe, on a observé des enfants, on voyait ceux qui immédiatement se mettaient en situation de leader, mais qui aussi, en tant que leader, et je vous assure que moi, parallèlement, je lisais des trucs sur les primates non humains, ils font la même chose. Les leaders, ils font pas juste, c'est pas juste des caïds. Ça peut être d'ailleurs des filles, les leaders dans les groupes à l'école maternelle, à l'école primaire, etc. Ils vont aider les autres, montrer que je peux t'aider, aider quelqu'un, c'est le considérer comme dominé par rapport à soi. Tu ne sais pas, je viens t'aider. Je viens te protéger, je viens te... Voilà. Bon, il y a plein de rapports comme ça qu'on voit chez les enfants se développer entre eux et qui sont fortement liés à ce qu'ils ont appris dans leur socialisation. Voilà, de modèles de dépendance-domination. Donc voilà, il faudrait voir dans des secteurs extrêmement différents les effets de ce schème relationnel dépendance-domination. Voilà. Ce sera la dernière question. Ah non, ce sera la dernière question. Oui. Bah, attendez, si vous coupez la parole à un jeune... Mais qui a une moustache. Vous n'êtes pas tout à fait jeune. Vous faites quoi pour... Ah. Ouais. Du coup, merci beaucoup pour la clarté, parce que j'ai l'impression de l'association. Ma question, si ça tombe bien, c'est une question de synthèse. Vous avez commencé en disant, dans les sciences, on va dire dures, effectivement, on a des lois, on essaie de comprendre des phénomènes qui sont un peu applicables tout le temps, si possible. Ensuite, évidemment, quand on s'attaque à un cas particulier, on adapte, on rend les choses plus précises. Est-ce que vous pourriez nous faire une synthèse des lois que vous avez réussi à mettre en lumière? Alors, pour être honnête, c'est pas possible, il y en a 17. Donc là, vous avez vu, je prends un exemple, ça prend 10 minutes, non, c'est absolument impossible. Bon, il y a une loi qui est la loi de la conservation-reproduction. Bourdieu a parlé de la reproduction. Voilà, la reproduction des structures inégalitaires de nos sociétés, etc., par la voie scolaire, enfin par l'institution scolaire. C'est un livre des années 70. Donc, vous n'êtes pas sociologue, donc j'en dis un peu plus.
Voilà. Et il a parlé de loi de la reproduction. Puis progressivement, il a commencé... Enfin, il n'a pas parlé de loi de la reproduction, il a parlé de la reproduction et des fonctions de reproduction du système scolaire dans un état particulier, des rapports entre école et marché du travail. Voilà ce qu'on peut dire. Bon. Puis progressivement, il s'est rendu compte que c'était une loi très générale. Alors il a parlé de la loi qui fait que le capital culturel va au capital culturel. C'est-à-dire que ceux qui bénéficient de quelque chose qui fait capital dans la société où ils sont, ben c'est des lits d'initiés, on pourrait dire. Si vous apprenez avec vos parents très tôt, alors vous pouvez reproduire le statut de vos parents, la position de vos parents, parce que vous avez été initié avant les autres, vous êtes plus fort scolairement, notamment, voilà, il y a plein de choses que vous savez faire, alors que d'autres ne savent pas, ça crée une distance, et les écarts sociaux initiaux se reproduisent à l'école et vont se traduire en différentes positions dans le marché de l'emploi, qui est évidemment hiérarchisé, etc. Et puis on se rend compte, si on ouvre un peu plus, ce que n'a pas fait Bourdieu, que ces phénomènes de socialisation à la reproduction d'un système, ben, vous le voyez dans toutes les sociétés humaines. C'est-à-dire que moi, je me suis intéressé à l'anthropologie de l'enfance, une anthropologie culturelle, transculturelle, qui étudie voilà, comment on fait avec les enfants, on va dire, qu'est-ce qu'on transmet et comment on transmet aux enfants dans des sociétés extrêmement différentes du temps et dans l'espace. Et on se rend compte que, voilà, j'ai cité dans mon bouquin, par exemple, une société lignagère africaine. On apprend la structure des aînés supérieurs aux cadets. Il faut respecter les aînés. Quand tu es cadet, les filles sont toujours les cadettes des garçons, même quand les garçons sont en fait leurs cadets. Tel lignage est supérieur à tel autre lignage. Et on leur répète dans des actes de la vie quotidienne en permanence, par des petites réprimandes, par ça t'as pas le droit de le faire, ça t'as le droit de le faire, en tant que garçon tu peux, en tant que fille non tu peux pas, etc. Et donc il y a des forces d'inertie qui créent, qui sont liées à cette loi de la reproduction-conservation d'une structure. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais les sociétés bougent, elles changent, elles évoluent. Il y a des sociétés qui sont à un moment donné dans cet état et qui vont devenir, voilà, on était en Europe dans des sociétés de type féodal et on est devenu des sociétés marchandes, capitalistes, etc. Donc il y a des choses qui changent. Donc on pourrait dire la loi ne fonctionne pas. Mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là ça va vous parler en tant que physicien, c'est que les lois, c'est pas une loi qui fonctionne, c'est plusieurs lois en même temps. Et que du coup, il y a une loi à la reproduction tendancielle des structures sociales par plein d'effets, notamment par l'habitude. Je ne sais plus si c'était Dewey ou Williams, ou James, pardon, William James, qui disait l'habitude, c'est la force d'inertie de la société. C'est exactement ça. C'est-à-dire les dispositions, c'est-à-dire ce que nous avons incorporé et qui fait que nos parents nous ont transmis un certain nombre de choses, d'habitudes, etc., ça contribue à routiniser et donc à reproduire un certain nombre d'évidences, etc. Donc c'est un frein au changement. Mais en même temps, il y a d'autres lois, et notamment la loi, par exemple, d'accroissement des artefacts, qui fait que ça change la donne. Et plus les artefacts augmentent, plus vous avez des différences entre les générations. Par exemple, les jeunes qui disent à leurs parents « Ouais, t'es nul en informatique ». Voilà, ça, c'est le genre de truc que moi, j'ai pu entendre parce que j'ai tapé ma thèse après l'avoir écrite manuscrite alors qu'elle faisait 1000 pages. Et quand je raconte ça à mon fils, il me dit « Waouh, c'est trop la zone, quoi, quand même. C'est nul. » Ben ouais, voilà. Et donc, on peut, par la rapidité des lois, la loi d'accumulation du capital culturel, enfin de la culture, des artefacts, etc., au bout d'un moment, ça peut transformer, aller contre les forces d'inertie liées à cette loi de la reproduction.
Et en permanence, il y a des contradictions dans le monde social, entre des lois qui fonctionnent en même temps, mais il y a des lois qui poussent progressivement. Et c'est exactement ce que disait Marx. Marx, il disait, la révolution arrive quand ? Les nouvelles structures habitent dans l'ancienne société. L'ancienne société est toujours là, politiquement, les institutions semblent les mêmes, etc. Mais il y a des trucs qui poussent, etc. Aujourd'hui, on pourrait dire, il y a des zadistes là, il y a des gens qui se montent dans l'autogestion dans telle entreprise, il y a des trucs un petit peu partout comme ça. Ça ne fait pas la révolution, mais plus vous avez des trucs comme ça qui se créent, plus ça crée des possibilités de contradiction entre les forces de reproduction et les forces de transformation. Voilà. Mais à chaque fois, il faut voir, encore une fois, que les lois se combinent entre elles et qu'il faut, comme quand on fait de la physique, il faut, c'est pas qu'une loi qui agit, c'est de nombreuses lois, quand on veut comprendre certains phénomènes, qui agissent en même temps, et pas toujours dans le même sens. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je vous raconte tout ça, en fait. Vous, peut-être non plus. Je ne sais plus. Voilà, je vous en ai donné une à peine. Voilà. Vous avez commencé en disant les sociologues, ils n'ont pas de loi, ils s'intéressent pas à des cas particuliers. Et la première chose que vous faites en ouverture, c'est de dire Bourdieu, il a parlé de la loi de la reproduction. Oui, mais... Là, il y a certaines lois qui ont déjà été énoncées, mais peut-être qu'on ne les considère pas en tant que telles. Non, mais alors je me suis expliqué dans l'ouvrage là-dessus. Par exemple, Bourdieu utilisait le terme de loi, mais dès qu'on lui disait « Ah là, vous avez dit loi », alors il rétropédalait. Alors, vous avez des entretiens comme ça, magnifiques, où Bourdieu, il est courageux, mais pas téméraire. Et quand on lui dit loi, alors pourquoi ? Parce qu'il y a les lois de l'économie. Alors les lois de l'économie, c'est inscrit dans la nature. Comment ? On n'a plus de temps. Il faut qu'on... Bientôt. Ok. Voilà. Donc Bourdieu disait, loi. On lui fait la remarque sur mais loi, est-ce que c'est pas un peu trop fort, etc. Et là il dit oui, vous avez raison de préciser, ce sont des lois historiques, etc., etc. Ouais, et en même temps il y a des lois générales. Il y a des alors qui n'intéressaient pas particulièrement Bourdieu, sauf dans certains cours du Collège de France, où à un moment donné il se met à dire qu'il ne devrait pas dire ça, mais qu'il pense qu'il y a un intérêt universel pour l'universel. Ce qui paraît complètement métaphysique. On se dit, mais pourquoi il raconte ça ? Et en fait, il a de bonnes raisons, alors je l'explique dans le bouquin, de dire ce genre de choses. Il se rend compte qu'il y a des choses très générales dans toutes les sociétés humaines sur la question du bien commun, voilà. Bref. Et qu'il appelle l'universel. Moi, je ne l'appellerais pas comme ça, personnellement, mais en tout cas, lui, il le nomme comme ça. Il essaye de nommer un problème. Mais la plupart du temps, c'était des lois empiriques, au sens de Kepler, on va dire. La différence entre Kepler et Newton, c'est que Newton, il explique des tonnes de trucs, mouvement des marées, la chute des corps, l'orbite des planètes, voilà, beaucoup de choses. Alors que Kepler, lui, c'est uniquement sur l'orbite des planètes, quoi. Donc on fait la différence souvent en physique entre des lois empiriques et des lois générales, des lois universelles. La loi de la gravité est une loi universelle, enfin, dans notre univers en tout cas. Et alors qu'il y a des lois historiques. Les gens qui, dans les sciences sociales, ont parlé de lois, ont souvent plutôt pensé loi historique. Par exemple, Marx, que je cite beaucoup dans cet ouvrage, parlait le langage de la loi, mais avait la plupart du temps une conception de la loi en termes historiques, c'est-à-dire les lois du mode de production capitaliste. Il le dit comme ça dans le Capital, il dit je vais analyser, mon objet ce sont les lois de fonctionnement du mode de production capitaliste. Ce qui est déjà très bien d'avoir réussi à faire ça. Et vous avez chez les historiens des gens qui pinaillent pour dire oui, mais est-ce que le capitalisme c'est le même en Angleterre, en Allemagne, puis est-ce qu'on peut dire au Japon ? Oui. Voilà.
Alors, c'est des dizaines d'années de conflits entre historiens, que je vous dis plaisamment en 2 secondes. Mais les gens ont pinaillé sur des trucs ahurissants. Bien sûr que d'un pays à l'autre, il y a des différences syndicales, religieuses, machin. Vous pouvez être sûr de ça. Mais c'est la même chose entre une feuille grande d'un platane et une petite feuille de laurier. Là aussi, il y a des différences considérables. Ce qui n'empêche pas de faire de la loi... des lois en biologie végétale, c'est pas gênant. Et nous allons chercher toujours les singularités, toujours les petites différences, toujours les petites variations. Si on fait ça, on ne fait pas de la science. C'est en ça que je suis un peu dur, mais mon Dieu... De toute façon, comme je dis souvent maintenant, j'ai plus le temps. Voilà. J'ai 60 ans. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, hein, donc je suis encore jeune. Mais, enfin, c'est l'illusion, ça. Mais pendant longtemps, j'aurais pas osé dire des choses comme ça aussi abruptement, mais moi je considère qu'on perd du temps, on fait perdre du temps à tout le monde, à force de répéter que oui, il faut être modeste, de toute façon les sciences sociales ne peuvent pas, les lois c'est pas possible, les théories générales c'est pas possible. J'avais amené des citations avec des noms de collègues que j'ai zappés parce que sinon, voilà. Mais de choses ahurissantes, qui sont des anti-sciences, qui sont des déclarations anti-sciences, de gens qui sont plutôt appréciés dans le métier, mais qui disent « Non, c'est pas possible, le monde est tellement confus que nous, notre travail est confus, mais parce qu'il est à l'image du réel confus. » J'ai envie de me pendre, quoi. Achetez-moi une corde, qu'on termine vite. Je ne supporte pas ces choses-là. Et il faut le dire, il faut que des plus jeunes, je pense, fassent un peu aussi la révolution avec les vieux qui leur racontent que c'est pas possible de faire autrement, en se saisissant de possibilités énormes de découverte. Parce que c'est ça qui est aussi fascinant. Les sciences ont toutes produit des choses, et d'ailleurs, aujourd'hui, les physiciens s'en plaignent, parce qu'ils disent, depuis Darwin, on n'a pas réussi à contrarier trop Darwin, hein, contredire, mais ça fait quand même plusieurs siècles, hein. 1859, voilà, on est 21e siècle, ça fait un moment. La même chose en physique et tout ça. Et j'arrête. Ouais. Après, on évacue tout de suite. On a des tonnes de choses à découvrir dans les sciences sociales. Donc, c'est une perspective énorme pour nous, alors qu'en sciences physiques, je peux vous dire que la plupart, ils rentrent dans leur discipline en disant il y a très peu de chances que j'arrive à faire une révolution. Parce que la somme des savoirs est tellement considérable. Les cadres ont été tellement bien posés que c'est très difficile de dire Einstein a tort. Et quand Einstein a montré que Newton avait en partie raison et en partie tort, c'est-à-dire qu'il n'a pas balancé Newton. Comme on fait souvent, on dit je lis pas Bourdieu parce que c'est vieux, ça m'intéresse pas. Suicide. Mais c'est un suicide de ne pas lire Goffman, c'est un suicide de ne pas lire Durkheim. Il faut lire les sociologues et créer de l'accumulation et essayer d'être un peu plus généreux et de se dire qu'il y a des lois de fonctionnement, qu'il faut les découvrir. Donc moi, je trouve ça plutôt réjouissant. C'est pour terminer par une note positive après toutes les horreurs que j'ai pu raconter sur la domination. Je pense que c'est très très réjouissant. Enfin, moi, ça me réjouit alors que j'ai plus de temps que ça pour me réjouir. Voilà. Non, mais il faut être réaliste, quoi. J'aurais aimé faire ce bouquin à 30 ans. J'aurais eu vachement de temps devant moi pour continuer tout ça. Mais voilà, j'espère que plein de gens prendront ça comme... je dis, mon bouquin est une carte. Voilà, il faut se repérer sur la carte et continuer le travail. Et voilà, donc j'espère que beaucoup de sociologues... Malheureusement, vous êtes physicien. Alors, je ne peux rien pour vous. Bon, ben merci, je crois qu'il faut partir alors. Ouais, là, merci.